Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Il ne fait pas appel, mais l'ancien président Jacques Chirac conteste catégoriquement sa condamnation à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. La gauche salue le travail de la justice. François Hollande y ajoute une note personnelle avec une pensée pour l'homme. La droite affiche sa tristesse. Nicolas Sarkozy évoque l'engagement de l'ex-chef de l'État qui lui vaudra encore l'estime des Français. Invité du 22h, la plume de Jacques Chirac, Jean-Luc Barré, qui a rédigé avec lui ses mémoires. Et puis, autre aspect évoqué ce soir, le statut pénal du chef de l'État. Les déclarations se succèdent pour dédramatiser la possible perte du AAA français. Du chef de l'État à ses conseillers en passant par les ministres, l'exécutif est sur le pont pour déminer les effets d'une éventuelle dégradation de la note du pays. Alors, est-elle imminente? Élément de réponse avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Et puis ce soir, on vous propose une plongée truculente dans le quotidien turbulent d'un ministère, celui des Affaires étrangères. C'est le tome 2 de la bande dessinée à succès Quai d'Orsay avec en guest star un sosie plus vrai que nature de Dominique de Villepin et des anecdotes plus loufoques les unes que les autres. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Il dit ne plus avoir toutes les forces nécessaires pour mener, face à de nouveaux juges, le combat pour la vérité. C'est ainsi que Jacques Chirac justifie sa décision de ne pas faire appel de sa condamnation, mais l'ex-président la conteste vigoureusement. Cette décision de justice est une première dans l'histoire de la Ve République. Elisa Bertholomé. Jacques Chirac est déclaré coupable de détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la mairie de Paris. Le parquet avait pourtant requis la relaxe pour lui et les 9 autres prévenus. Ce sera donc une condamnation avec sursis pour l'ancien président qui encourait jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Le camp Chirac déplore la dureté de la décision. Je ne peux pas dire que ce jugement me surprend totalement. Bien qu'à la vérité, je pouvais, à titre personnel, espérer davantage, c'est-à-dire une relaxe ou à tout le moins une dispense de peine. Les faits remontent aux années 90, quand il était maire de Paris. L'accusation reprochait à l'ancien président d'avoir créé une trentaine d'emplois municipaux fictifs pour servir ses ambitions électorales et les intérêts de son parti. Principale opposante, l'association anticorruption Anticor exulte. Il a eu des responsabilités éminentes et qu'à ce titre, il avait une pleine connaissance de son activité, de ses actions et des atteintes à l'ordre public et à la loi qu'il commettait en agissant ainsi. Et c'est au regard de cette responsabilité, de cette conscience qu'effectivement il a été jugé. Je crois que la sanction n'est pas trop lourde. Le parquet n'a pas tenu compte de l'accord financier passé en 2010 entre la ville de Paris et l'UMP. La facture des emplois fictifs, estimée à 2 200 000 €, avait été entièrement remboursée. La famille de l'ancien président juge donc la peine sévère, mais selon ses avocats, Jacques Chirac a lui pris la nouvelle avec sérénité. Et puis ce jugement est considéré trop tardif pour la droite qui affiche sa tristesse aujourd'hui. Mais pour la gauche, c'est la preuve que la justice passe. Florilège des réactions politiques avec Florence Maurice. Une réaction à la condamnation de M. Chirac? Aux questions d'actualité, là, merci. Que pensez-vous de la condamnation de M. Chirac? Rien. À droite, la condamnation de Jacques Chirac laisse la classe politique perplexe. D'un côté la justice, de l'autre un homme. Le Premier ministre regrette une condamnation 20 ans après les faits. Je pense simplement que celle-ci arrive vraiment trop tard, plus de 20 ans après les faits. C'est une décision qui, à mon sens, ne viendra pas altérer la relation personnelle qui existe entre les Français et Jacques Chirac. À gauche, pas question non plus d'accabler l'ex-président. Surtout pas François Hollande, son ancien adversaire de Corrèze. J'ai une pensée pour l'homme, Jacques Chirac, qui connaît en plus des ennuis de santé. La condamnation est sévère. Elle est à la fois pénale et morale. Et elle touche l'homme. Donc j'ai une pensée pour lui, même si la justice devait passer. Pour Eva Joly, ce jugement doit conduire Jacques Chirac à démissionner du Conseil constitutionnel. Lorsque je le compare avec le recrutement des magistrats, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Donc c'est une exigence pour moi
démocratique que Jacques Chirac se retire, démissionne. Un jugement qui intervient après une procédure longue et semée d'embûches. L'occasion à gauche de réclamer une nouvelle fois une révision du statut pénal du chef de l'État. Et sur ce sujet, nos invités ce soir, je vous les présente l'écrivain Jean-Luc Barré. Bonsoir, Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous avez accompagné Jacques Chirac dans l'élaboration et l'écriture de ses mémoires. Avec nous également le politologue Olivier Roucan. Bonsoir. Bonsoir. Nous évoquerons ensemble notre aspect de cette affaire, c'est le statut pénal du chef de l'État. Mais d'abord, ce jugement, cette décision, Jean-Luc Barré, de ne pas faire appel. Vous avez beaucoup travaillé avec lui pour ses mémoires, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il ne fasse pas appel ? Parce que, comme il le dit lui-même, il n'a pas les forces nécessaires. Oui, et de même qu'il n'a pas eu les forces nécessaires d'aller au procès, alors qu'il souhaitait y aller. Il me l'a dit au mois de juin, avant de partir en vacances. Il était très ferme là-dessus, très déterminé, sans doute parce qu'il présumait de ses capacités à y aller. Je veux dire que c'est clair qu'il a un état de santé qui ne le permettait pas. En même temps, ce qu'il dit ce soir, il parle de ses forces, mais il dit aussi qu'il ne s'estime pas coupable. Donc il maintient en effet sa ligne de défense. Je crois que le fait que ça puisse durer encore des mois et des mois n'était pas supportable pour lui, voilà. Mais il n'empêche qu'il ne reconnaît pas pour autant sa culpabilité. Dans ses mémoires, le tome 2, c'était le temps présidentiel, vous évoquez les affaires. Est-ce qu'il en parlait facilement ou est-ce que c'était un sujet difficile à aborder? Non, il fallait non. Je vais vous dire, mon rôle était quand même de l'interroger sur tous les sujets. Bon, et donc les affaires, évidemment, faisaient partie des sujets que nous devions aborder. Donc je lui en ai parlé, il m'en a parlé, naturellement, mais c'était pas un sujet qu'il abordait facilement. Et il parlait pas non plus, d'ailleurs, facilement de son procès. Vous savez, tout ce qui le touche, tout ce qui peut d'ailleurs l'atteindre, il s'en protège. C'est un homme extrêmement pudique. Dans le communiqué, il dit ce soir, c'est le temps à présent de l'apaisement. Ça veut dire qu'il était tourmenté. Ah oui, avant. Non, mais ça, j'en suis convaincu. Souvent, écoutez, je l'ai encore vu il y a 3 jours et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoutez, comment vous vivez ça? Il affectait un certain détachement, une certaine sérénité. C'est un homme, encore une fois, extrêmement pudique et ses souffrances, ses angoisses, ses inquiétudes, il les laisse rarement transparaître. Jean-Luc Barré, vous avez beaucoup d'admiration, comme beaucoup de Français d'ailleurs, pour l'ancien président qu'il a été, sûrement de l'affection pour l'homme qu'il est. Mais j'allais vous dire froidement, est-ce que vous vous dites ce soir quand même, comme certains, beaucoup à gauche, que la justice est passée? Non. Je ne me dis pas ça, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, je rappellerai que cette affaire date de plus de 25 ans. J'entends dire c'est le seul président de la République qui... Bon, c'est pas le président de la République qui est condamné, c'est le maire de Paris d'abord. Resituons les choses. Beaucoup d'hypocrisie parce que c'est une affaire qui a été instrumentalisée sur le plan politique à son origine en 1993 et 1995. Jacques Chirac en parle longuement dans son livre. Et puis, j'entends dire que c'est un justiciable comme les autres. Non. Enfin, évidemment, il est à égalité par rapport à tous les justiciables, mais c'est quand même un ancien président. Oui, vous avez vu que dans le rendu de justice, ils ont dit, compte tenu de ce qu'il a été, voilà la peine qu'il... Bien sûr, donc je trouve que évidemment, ce verdict de ce soir, je rappelle aussi le fait qu'en effet, il ne reconnaît pas sa culpabilité, et donc derrière tout ça, il y a aussi quand même l'affirmation, sans doute, de quelque chose, d'un procès peut-être qui n'est pas aussi exemplaire qu'on le dit. Alors, vous avez parlé de son statut, Olivier Roucan. On va tenter de tirer les leçons de cette affaire si longue, 20 ans, 25 ans. Est-ce qu'il faut réformer le statut pénal du chef de l'État? Oui, ce serait au-delà des questions de personnes et de ce cas de figure, qui n'est qu'un cas de figure. Il serait bon d'avoir une règle du jeu qui soit plus claire, parce qu'on se rend compte quand même depuis 20-30 ans que les affaires politico-financières, et dès qu'une campagne approche, il y a de nouveaux rebondissements. On se rend compte que ces affaires polluent le débat. Donc, sans doute faut-il, parce que l'opinion est quand même sensible à ce climat, et que lorsqu'on regarde aujourd'hui les enquêtes d'opinion, on se rend compte que les sondés, de façon majoritaire, sont méfiants vis-à-vis de la politique. Et lorsqu'ils pensent à la politique, il y a le terme dégoût qui revient. Donc, tout ceci a un effet quand même dans la durée. Alors, clarifier la règle du jeu, du statut présidentiel, ça pourrait permettre, parce que... Mais voilà pour le principe, je veux dire, mais comment on fait concrètement? Comment on fait le tri entre les plaintes fantaisistes, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent atteindre le président... Il y a une commission de filtrage qui doit être mise en place, qui doit être composée de magistrats, et notamment d'ailleurs de magistrats constitutionnels. Est-ce que ce n'est pas deux justices, finalement, une première justice dans cette commission, puis une deuxième justice dans le tribunal?
Non, parce que vous avez, c'est un statut spécifique et il faut respecter la spécificité du statut du chef de l'État. Ce n'est pas tout à fait injusticiable comme les autres. Mais il y a un principe, c'est celui de l'égalité face à la loi et face à la justice. Donc il faut essayer aujourd'hui, parce que les attentes évoluent, parce que la conception de la légitimité n'est plus la même, il faut essayer de mettre en adéquation le droit et les valeurs. Or, un dispositif peut tout à fait être imaginé à cet effet. Moi, je crois que c'est très difficile. La question du statut, effectivement, s'est posée pendant tous les 2 mandats de Jacques Chirac. Soit quoi, enfin le statut, l'immunité présidentielle existait, elle protège quoi? Elle protège la fonction, elle protège l'exercice du mandat et du pouvoir. Est-ce qu'un président de la République doit être en permanence ou souvent à la merci de la justice dans le cours de son mandat? Écoutez, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez une affaire qui s'appelle l'affaire Karachi. On voit bien qu'un certain nombre de gens sont en garde à vue. Si le président de la République actuel ne bénéficiait pas de l'immunité présidentielle, tout à fait possible du jour au lendemain qu'il y ait une garde à vue, écoutez, un dispositif qui soit imaginé. En France, on a beaucoup d'imagination juridique, donc tout ceci a déjà été un peu, on va dire, préfiguré. Donc on peut tout à fait imaginer un statut spécifique. Lorsqu'on se rappelle du débat qu'il y a eu en 2000-2001, déjà, d'ailleurs, à la lumière de ces affaires, bon, il y avait des avis différents chez les magistrats et chez les constitutionnalistes. Ensuite, il y a eu la commission Avril qui a débouché sur la réforme de février 2007 qui n'a rien changé. On a remplacé un concept très flou de haute trahison par la notion de manquement au devoir, etc., etc. Mettre des garde-fous, mais quand même, ne pas faire en sorte que le président soit intouchable. Oui, et mieux séparer ce qui relève du judiciaire de ce qui relève d'une responsabilité politique d'exception. Parce que pour l'instant, tout est mélangé. Et ce n'est pas conforme au principe de séparation des pouvoirs. Jean-Luc Barret, vous avez vu dans notre reportage les réactions politiques ce soir. Elles sont tellement entendues, j'allais dire, à droite. Tristesse, mais bon, c'est peut-être sincère, sûrement. Et à gauche, la justice est passée. Elles sont contenues, ces réactions. Vous les trouvez comment? Je les trouve très convenues, surtout. Enfin, bon, voilà. Alors celle de Madame Joly, écoutez, Madame Joly est une justicière dans l'âme, donc je veux dire, il faut absolument que, voilà, dans tout ça n'est pas très étonnant. La réaction de François Hollande est conforme et sans doute la plus digne, en effet. Je crois que François Hollande, moi, je n'approuve pas le fait de dire que la justice est passée, mais simplement la pensée à l'égard de l'homme me paraît tout à fait la moindre des choses. Voilà, c'est difficile de réagir dans un cas comme celui-là, mais je pense aussi qu'il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'hypocrisie derrière ces réactions-là. Olivier Roucan, est-ce que cette question du statut pénal du chef de l'État, est-ce que ça va être peut-être un thème de cette présidentielle 2012? Est-ce que ça doit l'être? À condition que ce soit cette fois-ci pour régler définitivement la question, parce que ça l'est un peu à chaque fois. Ça va être cette fois-ci. Le Sénat a changé de majorité. Donc s'il faut réviser la Constitution, s'il y a alternance pour modifier cette Constitution et adopter une loi organique d'ailleurs qui n'a toujours pas été adoptée suite à la précédente révision constitutionnelle, donc là il y a des conditions plus favorables si se produit une alternance à la fois présidentielle et législative en 2012. Donc si c'est pour aboutir, pourquoi ne pas en discuter? Mais certainement pas pour alimenter le populisme. Mais, pas pour ouvrir la chasse au président. Et pas pour ouvrir la chasse au président. Jean-Luc Barret, le jugement est tombé. Il y a la décision des juges. Et puis il y a celle de l'histoire, avec un grand H. Selon vous, que retiendra l'histoire de Jacques Chirac? Je crois que l'histoire retiendra d'abord qu'il a été un véritable chef d'État, qu'il a été un président de la République dans la droite ligne de l'esprit de la Ve République, c'est-à-dire un homme d'unité, un rassembleur, qui a dirigé le pays au-dessus des partis. Et on voit bien depuis son départ que ça n'est pas si facile, puisque ce n'est pas tout à fait ce que fait son successeur à mon goût. Donc il a été cela, et je trouve aussi, entre autres actions importantes, tout de même le fait de ne pas avoir engagé la France dans la guerre en Irak, mais au-delà de ça, le fait d'avoir incarné aux yeux de l'opinion mondiale le parti de la paix, ce qu'il a aussi incarné précédemment en Serbie, au Kosovo. Toute cette démarche-là, je crois, fait partie des choses que l'on retiendra à l'actif de Jacques Chirac. Il y en a beaucoup d'autres sur le plan intérieur. Je l'ai dit au début, vous avez collaboré, écrit ces mémoires avec lui. Est-ce que pour vous, le chapitre est fermé, ou est-ce que plus tard, il peut y avoir aussi un livre sur la suite?
La suite, vous voulez dire le... Vous-même, sur Jacques Chirac, ah, oui, autour de lui. Oui, tout à fait. Encore des projets Je pense que mon prochain livre sera sur lui. Non, ça sera un livre plus personnel. Mais avec sa contribution, sûrement. Pourquoi pas. Et sa en garde tout cas, ce que je peux rapprochée. vous dire simplement, c'est que son livre va être traduit aux États-Unis, notamment en Russie et dans les pays arabes, et qu'il y aura une mise à jour qu'il fera lui-même. Merci Jean-Luc Barré, merci Olivier Roucan. Merci pour votre analyse. À la suite du 22h, on parle de tout à fait autre chose avec le scrutin présidentiel qui se rapproche. Les programmes s'affinent à gauche comme à droite. Et au sein de l'UMP, justement, un point d'étape a été fait ce matin. C'est l'aboutissement d'une année de travail. Et les différents protagonistes espèrent bien que leurs idées seront reprises par le candidat Nicolas Sarkozy lorsqu'il se déclarera Mounir Soussi. Un projet, mais pas encore de programme. Alors ce matin, c'est service minimum à l'UMP. Jean-François Copé et Bruno Le Maire ne se sont pas attardés au siège du parti pour promouvoir l'aboutissement d'une année de travail et de conventions thématiques à travers la France. Cette boîte à outils sera à la disposition de Nicolas Sarkozy. S'il y a des choses qui l'intéressent, il les prendra, il les complétera par ce qui pour lui est important. Par contre, à l'issue de l'élection présidentielle, il y a également des élections législatives et ce projet servira également dans le cadre des élections législatives. L'UMP a trouvé un nouveau slogan, la course au pouvoir d'achat est remplacée par la quête de l'emploi. Aujourd'hui, c'est produire plus et dépenser moins. Les mesures sont chiffrées à 30 milliards d'euros sur 5 ans. Des investissements compensés par les baisses de dépenses de l'État selon les cadres du parti, qui souhaitent mettre aussi les collectivités locales à contribution. Les départements et les régions, majoritairement dirigés par la gauche, devront mettre la main à la poche. Les prochaines années seront pour tous les acteurs publics celles de la responsabilité. Donc l'État fait des efforts, notamment en réduisant ses dépenses. Il est clair que les collectivités, comme les régimes de sécurité sociale, devront faire des efforts dans le même sens. Le projet sera soumis au vote des militants avant d'être présenté au Conseil national de l'UMP le 28 janvier. Une occasion aussi d'encourager les nouvelles adhésions à l'approche de l'élection présidentielle. Et c'est l'heure de la chronique économique avec Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Actualité chaude tout de suite, ce sont les prévisions de croissance de l'INSEE qui vont arriver d'un instant à l'autre. Et on parle déjà des prévisions 4e trimestre 2011, moins 0,2, premier trimestre 2012, moins 0,1. On parle d'un ralentissement économique mais pas de récession. Votre analyse? Normalement, 2 trimestres de suite de baisse du PIB, du PIB, c'est la définition classique de la récession. Donc si ces deux chiffres sont confirmés dans les minutes qui viennent, on peut dire que les 2 trimestres qui viennent, enfin en tout cas le trimestre qui s'achève en fin décembre et le premier trimestre 2012 seront des trimestres de récession. Alors ça veut dire d'abord une chose, c'est que la campagne électorale qui va s'ouvrir va se dérouler dans ce climat-là. C'est-à-dire que d'un côté, les 2 candidats vont se déterminer par rapport à cette conjoncture-là, avec les conséquences notamment sur l'emploi. On entend d'ici, M. Sarkozy, vos promesses ne tiennent pas debout parce que nous sommes en croissance négative, en récession, et M. Hollande dit la récession, c'est votre bilan. Alors ce qui est inquiétant, ce qui est ennuyeux plutôt dans ces 2 chiffres, c'est que bon, à la limite, un moins de croissance, c'est pas quelque chose de dramatique, même 2 de suite, mais c'est que nous avons connu un moins de croissance déjà au 2e trimestre de cette année. Nous avons eu plus 0,9 premier trimestre, moins 0,1 au 2e trimestre. On avait l'impression de redémarrer au 3e trimestre avec 0,4% de croissance. Voilà qu'on nous dit non, du tout, on retombe et on retombe. Donc ça veut dire quand même que le climat de l'économie française est dans une zone de fragilité. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Alors l'INSEE, normalement, ne donne pas de prévision sur l'année. Elle se contente de prévoir sur 6 mois. On peut très bien avoir, si la zone euro arrive enfin à résoudre ses problèmes, avoir une reprise au printemps 2012, ce qui laisse à peu près entendre l'INSEE. Entre-temps, il est vrai que le gouvernement prévoit 1% de croissance pour 2012. On peut imaginer qu'on soit à 0% de croissance pour 2012. Ça ne change pas trop grand-chose puisque nous avons gelé 6 milliards d'euros de dépenses publiques. En gros, si vous voulez, 1% de perdu, ça vaut 6 milliards pour le budget. Donc ça ne change pas grand-chose sur les évolutions budgétaires prévisibles pour 2012. Autre actualité ce soir, Jean-Louis, c'est le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, et le Premier ministre François Fillon qui attaquent, littéralement, on va dire ça comme ça, la dette britannique. Ils estiment publiquement que les agences de notation feraient mieux de dégrader d'abord la note britannique avant de regarder la note française. C'est pas un esprit de bonne camaraderie, ça? Non, certainement pas. Et c'est sûr, je pense que ça reflète un certain désarroi un peu
étonnant. Oui, j'ai une mauvaise note, mais le voisin mérite également une mauvaise note. On est dans une tentative aujourd'hui, après avoir dramatisé cette affaire de triple A dans une opération politique, pour dire si les socialistes arrivent au gouvernement, on perdra le triple A, or le triple A, c'est extrêmement important, etc., etc. On est là dans une tentative de dégonflage. On se trompe, puisque la Grande-Bretagne devrait l'être. Monsieur Juppé a dit dans une interview ce matin, c'est pas catastrophique, on s'en remettra. Monsieur Fillon dit, il faut voir la tendance. Maintenant, on minimise le triple A, alors qu'en fin de compte, il était clair qu'on devait le perdre. Comment voulez-vous qu'on garde la même note sur nos finances publiques alors que la dette publique a pris 20 points en quelques années? C'était couru d'avance. Et en fait, ça ne changera pas grand-chose. Ça va relever peut-être un petit peu les taux d'intérêt. Sauf qu'aujourd'hui, on est en pleine campagne présidentielle. C'est un argument massu pour la gauche. Alors, c'est un argument important. Utilisé, oui. Mais de fait, c'est les autorités actuelles qui ont donné cette force en valorisant de manière un peu extravagante ce triple A qui n'a qu'à voir les États-Unis. Qu'est-ce que ça a changé pour les États-Unis d'avoir été dégradés il y a 6 mois de cela? Donc c'est rassurant peut-être. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse. Dans un instant, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info de Marie Lebon. Mais d'abord, cette information ce soir, Ramayad a été radié des listes électorales à Colombes, commune des Hauts-de-Seine. C'est sa domiciliation qui a motivé cette décision. L'ex-secrétaire d'État ne vivait plus dans la commune où elle a été élue, contrairement à ce qu'elle prétendait. Tout de suite, le tour de l'info. Faire évaluer les enseignants par leur chef d'établissement. Pour les milliers de professeurs descendus aujourd'hui dans la rue, la mesure ne passe pas. Et pour les principaux syndicats, ce projet de réforme de l'évaluation des enseignants est impraticable, juste conçu pour faire des économies. C'est un modèle très libéral, très concurrentiel, très managérial, où au fond on considère que l'école et surtout l'éducation est un bien de consommation comme un autre et qu'on doit finalement traiter les enseignants, le système éducatif comme une grande entreprise. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Plus de 64 000 personnes ont signé une pétition en ligne pour exiger le retrait pur et simple de ce projet de réforme. Plus de 65 000 personnes incarcérées dans les prisons françaises, c'est le triste record atteint le 1er décembre dernier. Des prisons fortement surpeuplées, avec un taux d'occupation de plus de 113%. Il manque plus de 8 000 places. Autre chiffre alarmant, l'augmentation du nombre de mineurs derrière les barreaux. Il serait aujourd'hui 750, soit un peu plus d'1% du nombre de personnes incarcérées en France. Soupçonné de complicité d'abus de biens sociaux, Renaud Dendieu de Vabre a été mis en examen dans le volet financier de l'affaire Karachi. 2 jours après sa garde à vue et au lendemain de sa remise en liberté, l'ancien ministre est la 3e personne mise en examen dans cette affaire, après Thierry Gaubert et Nicolas Bazir, tous deux proches de Nicolas Sarkozy. Clap de fin pour François. Après 67 ans d'existence, la version papier du quotidien mythique a cessé d'exister. Plombé par une dette abyssale de plus de 113 millions d'euros, le journal va devoir envisager son avenir sur la toile. Et en ne conservant qu'une trentaine de salariés, ce sont 89 emplois qui vont disparaître. Un marqueur de la crise de la presse écrite à l'heure du tout numérique. La première tempête hivernale devrait balayer cette nuit une large moitié nord de la France. 47 départements sont placés en niveau d'alerte orange par Météo France. Précipitations importantes, fortes rafales de vent. La Bretagne et le littoral atlantique devraient être les régions les plus touchées. Et la dernière page de ce 22h, on vous propose ce soir une plongée décapante dans les secrets de la diplomatie. C'est le tome 2 de la BD Quai d'Orsay. Ils ont récidivé, Christophe Blain et Abel Lanzac, les 2 auteurs. Je vous rappelle que cette BD a connu un véritable succès avec plus de 130 000 exemplaires vendus. Alors ce soir, je reçois l'un des auteurs, c'est Christophe Blain. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, pour le premier tome, je viens de dire 130 000 exemplaires vendus. En parlant de politique, ça doit faire de sacrés jaloux chez les responsables politiques. Parfois, ils n'atteignent pas ce score. Ah, vous pensez... non, vous ne croyez pas? Des jaloux, d'autres hommes politiques auraient voulu qu'on fasse un livre sur eux ou des hommes politiques qui écrivent des livres? Je sais pas. Moi, je suis pas habitué à l'univers politique en réalité. Vous en pensez quoi? Parce que vous le croquez relativement bien quand même. Qui, Dominique de Villepin? L'univers politique. De l'univers politique. Je
c'est pas l'univers politique qui m'a attiré dans cette histoire. C'est Abel Lanzac qui m'a parlé de l'univers politique. S'il ne m'avait pas raconté son histoire avec autant de brio, j'aurais pas eu envie de faire le livre. C'est vraiment la rencontre avec lui qui m'a donné envie de faire ça. C'est pas le thème qui m'a attiré. Je me suis pas dit j'allais faire un bouquin là-dessus a priori. Non, un jour avant de le rencontrer, je savais pas du tout que j'allais faire un bouquin sur ce thème. On rappelle que, on va préciser que dans cette BD, ce tome 2, on retrouve les personnages clés. Il y a Alexandre Taillard de Worms, qui a un je ne sais quoi de Dominique de Villepin, il y a les conseillers et le petit nouveau, la plume. Mais cette fois, on sort des murs du Quai d'Orsay. Où va-t-on? On voyage? Et oui, là, ils partent à l'aventure, c'est l'action. En fait, tout se passe beaucoup à New York, parce que c'est vraiment ça raconte l'opposition, presque la guerre politique qui s'est passée contre les Américains. En fait, Alexandre Taillard de Worms veut les empêcher d'aller au Lousdem, oui. Aller faire la guerre dans un pays qui s'appelle le Lousdem. Pour faire le décodage, pour ceux qui nous regardent, le Lousdem, ça pourrait être, je sais pas, ça pourrait être l'Irak. Le duel dont vous parlez, ça peut être celui entre Dominique de Villepin et à l'époque Colin Powell. Oui. C'est bien ça? Oui. J'ai bien planté le décor? Absolument. Alors, est-ce que vous vous êtes inspiré, vous, ou le co-auteur quand même, de la grande histoire, de la vraie histoire pour l'écrire? Comment vous faites? Vous prenez par petites touches? Non, évidemment, ça sent le vécu. Je dirais, moi j'ai l'habitude de dire qu'en substance, tout est vrai. Il y a un peu de synthèse pour que ça soit digeste, parce qu'effectivement, parfois les actions se déroulent ou se développaient sur tellement de temps qu'il fallait les synthétiser, il fallait les concentrer pour pouvoir garder l'aspect romanesque. On est réaliste, mais on n'est pas didactique. On est romanesque. C'était ça qui est vraiment et drôle, j'espère. Ça marche. Oui. Décapant, drôle. Alors, le personnage, ce ministre, il est flamboyant, il est brillant, mais il est un peu aussi ridicule parfois. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient vous inspirer, ou c'est vraiment lui que vous avez envie de croquer encore et encore il faudrait que je rencontre le Abel Lanzac, d'autres ministres. C'est pas facile, parce que là, il faut vraiment avoir un énorme coup de chance pour rencontrer quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui est Abel qui est exceptionnel, parce que il a été au cœur de l'action, au cœur du pouvoir. Il l'a vécu avec un grand professionnalisme, mais en même temps, il avait cette capacité de recul et d'imagination qui fait qu'il est aussi un auteur et qu'il peut le raconter de cette manière-là. Les autres conseillers de Dominique de Villepin, tout aussi bons qu'ils aient pu être... Donc c'est lui, ça y est, vous parlez de Dominique de Villepin. Oui, mais évidemment. Non, mais c'est reconnu, mais même Dominique de Villepin l'a reconnu. Tout le monde l'a reconnu après le tome 1 depuis un an, donc maintenant on est tout à fait détendu. On est totalement détendu avec ça. C'est quelque chose qui est avéré. Et donc, ça serait difficile de raconter quelque chose sur un autre homme politique, parce qu'il faudrait que je rencontre un conseiller, que je devienne ami avec lui, qui me raconte son histoire d'une manière aussi avec autant de brio et autant de talent. Je crois que ça serait trop compliqué de réunir autant de facteurs pour en arriver là. Donc vous restez attaché à ce personnage et à donc Dominique de Villepin. En tous les cas, ce tome 2, il est vraiment formidable. Il y aura un tome 3 ? Écoutez, c'est pas prévu. Pas prévu tout de suite. Non, je raconterai d'autres histoires avec Abel Lanzac. Oui, vous viendrez les raconter ici, j'espère. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle la principale information. Eh bien, elle est économique. Selon l'INSEE, la France, c'est pas une bonne nouvelle, devrait connaître une brève récession au 4e trimestre 2011 et au 1er trimestre 2012. L'INSEE juge ce soir est difficilement atteignable les 1% de croissance prévue par le gouvernement pour l'année 2012. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et puis un mot pour vous remercier aussi d'être de plus en plus nombreux à nous suivre à 22h. Je vous retrouve dans quelques jours à l'occasion pour moi de vous souhaiter plutôt de très très belles fêtes et à très bientôt. Nous étions des beurs, nous étions des sauvageons. Quand James Brown dit « I'm black and I'm proud », nous on entend « I'm Arab and I'm proud ».
99% des gens aujourd'hui, quand tu leur parles d'islam, ils pensent au 11 septembre. Les gens, ils veulent à tout prix évacuer ce truc de musulman. Il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de mal à dire, t'es musulman. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être musulman dans la France d'aujourd'hui? Ce n'est pas forcément croire en Dieu et prier. Plutôt hériter d'une histoire écrite au fil du temps par des Berbères, des Arabes et des Noirs venus travailler ici. Voici plus d'un siècle, on les appelait indigènes. À partir des années 60, ils deviennent des immigrés. Aujourd'hui, ce sont des Français. C'est peut-être le moment d'écrire leur histoire. Elle fait partie de la nôtre. En 1945, cela fait 40 ans que des musulmans indigènes travaillent en France. La plupart d'entre eux sont originaires d'Algérie. Dans l'entre-deux-guerres, ils étaient environ 100 000 à venir pour quelques mois, quelques années tout au plus, avec toujours en tête l'idée du retour. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout change. Des années 20 aux années 50, on a 30 ans d'une immigration ouvrière, au sens classique du terme, mais qui n'est pas une immigration familiale, qui est une immigration d'hommes seuls. C'est une question centrale. Et quand je dis c'est central, c'est parce que quand vous avez des hommes seuls, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de repartir au pays. Mais dès lors que vous avez des enfants, dès lors qu'il y a une immigration familiale, le retour, c'est fini. C'est-à-dire que c'est plus du tout la même situation. Dès que les enfants arrivent, la femme arrive, on s'installe dans un petit appartement, les enfants vont à l'école, ou les enfants naissent en France, on est dans une autre histoire. C'est une autre histoire qui commence. Les maisons où on habitait, quand nos parents sont venus, c'était vraiment des taudis, c'était presque des taudis. Il n'y avait pas le confort, les familles ouvrières, même françaises, n'avaient pas le WC. Les fontaines étaient dans la rue, les WC étaient communs, donc c'était en face de l'église là. En dessous de l'église, les WC en dessous de l'église. On vivait dans ce quartier et il y avait beaucoup d'enfants paysans, ouvriers, donc c'était un mélange. Il y avait un mélange très sain, on va dire. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu des remarques racistes, tout ça. Enfin, de ma jeunesse, je peux vous dire que la discrimination, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'œil d'enfant, qu'on voit les choses innocemment Les parents amenaient les enfants au